Lors des exercices militaires Zapad 2025, les médias occidentaux traditionnels ont paniqué à propos de sujets tels que le lancement du missile Zircon pendant ces manœuvres. The Moscow Times, une publication très anti-russe, a également évoqué la tenue d'exercices de frappe nucléaire à cette occasion. Keith Kellogg, qui se présente comme l'homme de référence sur l'Ukraine, a également tenu des propos intéressants concernant la Russie et les capacités des États-Unis face à elle. Voici ce qu'il a déclaré. C'est la Russie. Ils font beaucoup de bruit, mais je ne pense pas qu'ils... Je pense qu'en ce moment, vu la façon dont les Européens se mobilisent, je serais très inquiet si j'étais Poutine. Il y a un commentaire, il agite parfois la menace nucléaire en disant « Eh bien, nous sommes une puissance nucléaire ». Je lui rappellerai que les États-Unis le sont aussi, mais aussi la Grande-Bretagne et la France, et je lui renverrai la balle immédiatement. Et je pense que c'est ce que vous voyez avec les Européens qui se lèvent en ce moment. C'est la guerre des Européens parce qu'elle se déroule chez eux, et ils le voient. Mais c'est l'un de ces cas où nous avons eu une discussion récemment dans le bureau ovale, où, vous savez, cela revient à ce que j'ai dit plus tôt, je m'excuse auprès des dames ici présentes, mais il parlait de la suprématie de l'armée russe et de leur prétendue efficacité. Et j'ai dit aux personnes dans la pièce, on leur botterait les fesses. Une rhétorique très irresponsable, malgré tout, de parler de rétablir des capacités nucléaires et d'être capable de botter les fesses de la Russie. Mais nous en sommes là. Eh bien, tout d'abord, à propos des exercices, Zapad 25 est un exercice. Les Russes organisent des exercices appelés Zapad. Zapad signifie Ouest, dans les régions occidentales de leur pays. Et bien sûr maintenant, en Biélorussie, qui est un pays allié. C'est une pratique que les Russes ont depuis bien avant la guerre froide. Ils organisaient déjà des exercices Zapad dans les années 1970, voire même dans les années 1960, je crois. Le plus grand de tous, le plus grand exercice militaire de l'histoire mondiale, était Zapad 81, qui a eu lieu en 1981, et je m'en souviens d'ailleurs. Cet exercice en particulier, Zapad 25, est un exercice d'envergure. Il implique environ 100 000 hommes, mais il n'est pas à l'échelle de certains des exercices Zapad qui ont eu lieu auparavant. Et, étant donné que nous traversons une période de tension, étant donné que nous recevons ce genre de commentaires belliqueux comme celui que nous venons d'entendre de la part de Keith Kellogg, il n'est pas surprenant que les Russes entraînent leurs forces et prennent des mesures en Russie occidentale et en Biélorussie, un État allié, pour se protéger. Je ne pense donc pas que ces exercices en eux-mêmes soient particulièrement inquiétants. Ils ont sans doute été préparés depuis assez longtemps. Je ne pense pas qu'ils impliquent une intention de la part des Russes d'attaquer l'Occident demain, la semaine prochaine, le mois prochain, ou quoi que ce soit de ce genre. Mais cela montre que les Russes sont préoccupés par la situation à leurs frontières occidentales, étant donné qu'il y a eu des menaces, par exemple dans les pays baltes, ou envers l'enclave de Kaliningrad. Cela n'a rien de surprenant. Passons maintenant à ce que dit Kellogg. Kellogg affirme que les Américains peuvent botter les fesses des Russes, qu'ils peuvent les vaincre, qu'ils peuvent les anéantir. Eh bien, la première chose à dire, c'est qu'il parle des États-Unis comme d'une puissance nucléaire. Il évoque également la Grande-Bretagne et la France comme puissance nucléaire. Or, la Russie est la première puissance nucléaire mondiale. Les Russes disposent d'énormes forces nucléaires, au moins comparables en puissance et en sophistication à celles des États-Unis. Si l'on parle de forces conventionnelles, les forces conventionnelles russes aujourd'hui dépassent largement celles de la Grande-Bretagne et de la France. Je lisais dans un magazine militaire britannique que l'armée britannique, par exemple, ne compte plus que 25 chars opérationnels.
Or, les Russes utilisent parfois 25 chars rien que pour prendre d'assaut un seul village en Ukraine. Je veux dire, il n'y a aucune comparaison possible si l'on parle de puissance militaire conventionnelle. Et en ce qui concerne la situation en Europe, eh bien, les États-Unis disposent effectivement de forces armées extrêmement puissantes. Ils possèdent ce que beaucoup considèrent encore comme la plus grande et la plus puissante flotte du monde. Ils ont la force aérienne la plus puissante au monde. Mais ils sont désormais largement surpassés en nombre en Europe par l'armée russe présente sur place. Et bien sûr, les Russes disposent également d'une force aérienne et d'une flotte puissante. Je ne pense pas que cela aide que le général Kellogg s'exprime de cette manière, surtout étant donné que, pour être franc, les performances militaires américaines lors de leurs guerres les plus récentes n'ont rien eu d'exceptionnel. Si les États-Unis ou l'OTAN avaient réellement cru pouvoir vaincre la Russie en Ukraine, ils auraient été présents en Ukraine dès le premier jour. C'est aussi simple que cela. Ils y seraient allés, avec leurs soldats sur le terrain, leurs forces aériennes, leurs chars, avec tout ce qu'ils avaient, et ils auraient fait la guerre à la Russie et l'auraient facilement vaincue s'ils avaient pensé en être capables. Mais ils savent qu'ils n'auraient pas pu le faire, UK, et c'est pourquoi ils ont mis en place leur proxy. C'est aussi simple que cela. Donc, vous savez, Kellogg raconte vraiment n'importe quoi. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a fait 4 ou 5 voyages à Kiev au cours des 4 ou 5 derniers mois. Il obtient toutes ces informations de Zelensky. Il est beaucoup trop proche de Zelensky et de l'Ukraine. Ce type n'est pas un envoyé, ce n'est pas un diplomate, ce n'est pas un envoyé. Trump doit se débarrasser de ce type. Et alors peut-être, juste peut-être, il pourra parvenir à une sorte d'accord négocié et peut-être même à une fin du conflit. Mais d'abord, il doit faire le ménage et se débarrasser des Kellogg dans son administration. Des propos comme ceux de Keith Kellogg, vous savez, sont remplis, disons-le, d'affirmations sans fondement et de menaces. Mais en ce qui concerne la Russie et ses exercices, je suis curieux de savoir si vous pouvez expliquer ce qui motive exactement la Russie à développer ses missiles avancés, les hypersoniques, le Zircon. Et, vous savez, on parle aussi de l'Iskander. Je sais que la Biélorussie est désormais presque sous le parapluie de l'Iskander et que pendant ces exercices, ils testent également leur déploiement. Donc parlez-nous de ce type de montée en puissance du côté russe, du point de vue de la Russie. Est-ce que cela révèle exactement sur les capacités de la Russie à se défendre? Parce que je pense que la grande question ici, c'est que l'on voit la Russie développer des armements vraiment avancés. Et ce small, qui pousse probablement les États-Unis et l'OTAN à réfléchir à 2 ou 3 fois avant d'entrer dans un véritable conflit ouvert avec la Russie. Eh bien, c'est tout à fait exact. Je veux dire, si nous parlons de missiles hypersoniques, le simple fait est qu'à l'heure actuelle, les Russes en possèdent, et nous en Occident, non. Les Russes sont bien en avance sur l'Occident en matière de technologie hypersonique. Le seul autre pays qui puisse se comparer aux Russes dans ce domaine est la Chine, pas les États-Unis, ni aucun des membres européens de l'OTAN. Et les Russes ont développé ces capacités. Ils ont développé des missiles hypersoniques en partie parce que cela reflète leur doctrine militaire. Ils sont une puissance terrestre, ils ne sont pas une puissance maritime. Ils utilisent les missiles comme une sorte d'artillerie à très longue portée, ce qui signifie qu'ils se concentrent énormément sur le développement de missiles. Ainsi, ils développent des missiles à la fois pour la guerre offensive, des missiles qu'ils peuvent utiliser contre des cibles comme des bases aériennes, des dépôts de munitions, des entrepôts de stockage et ce genre de choses. Et ils utilisent aussi des missiles très avancés pour leur défense aérienne.
ce qui leur permet de contrer la supériorité ou la supériorité présumée de l'Occident en matière d'aéronefs. Cela reflète la géographie et la différence de culture militaire russe. Maintenant, il faut préciser que cela ne signifie pas que parce que les Russes ont choisi cette voie, nous avons un avantage sur eux, ou que s'ils nous attaquaient, ils auraient nécessairement un avantage sur nous. Cela signifie simplement qu'ils recherchent des solutions technologiques différentes de celles que nous avons. Et je dois dire que, si l'on observe la manière dont les Russes se sont adaptés à la guerre au cours des 3 dernières années et demie, la façon dont ils ont largement dépassé l'Occident en matière de guerre par drone, par exemple, alors qu'on pensait auparavant qu'ils étaient très en retard, on se retrouve face à un système militaire extrêmement redoutable, qui évolue, apprend et s'adapte, et qui dispose manifestement d'une base scientifique et industrielle très puissante, et qui est absolument une force avec laquelle il faut compter. Donc, pour revenir à ce que disait Kellogg, je veux dire, il raconte n'importe quoi. Et plus vite on arrêtera d'écouter des gens comme lui, mieux ce sera pour tout le monde. Oui, malheureusement, entre Kellogg et Rubio, Alex, tu sais, on a des personnes qu'on est obligé d'écouter et dont les paroles, malheureusement, ont un poids politique. Mais quelle est ta réaction, ton évaluation des capacités réelles de la Russie face à ces discours belliqueux, comme je devrais les appeler? Je vais simplement compléter ce qu'Alexandre a dit. L'armée russe est aussi une armée conçue pour défendre son territoire, son pays et sa sphère d'influence. Elle n'est pas faite pour être expansionniste. Elle n'est pas destinée à marcher jusqu'à Paris ou Londres ou quoi que ce soit de ce genre. Ce n'est pas une flotte de porte-avions ou quoi que ce soit de comparable à ce que possèdent les États-Unis pour projeter leur puissance loin de leur pays. C'est une armée organisée pour défendre et protéger ses frontières ainsi que toute menace envers le pays et ce qu'elle considère comme sa sphère d'influence. Voilà ce qu'est l'armée russe. C'est pour cela qu'elle est conçue, et elle le fait très bien. Oui. Et tu sais, Alexander, je suis sûr que tu as prêté attention lors du 80e anniversaire organisé par la Chine pour célébrer sa victoire contre l'agression japonaise, où il y a également eu une sorte de panique similaire dans les médias traditionnels américains et occidentaux, qui parlait de toutes les armes avancées, du missile balistique intercontinental Dongfeng, tout ça. Et tu sais, les personnes à qui j'ai parlé en Chine ou proches de la Chine disent que ce n'était pas une démonstration, c'était presque exactement ce qu'Alex vient de dire, de nos capacités offensives. C'était une démonstration pour dire que nous ne serons plus jamais traités comme il y a plus de 80 ans. Et je suppose que la Russie est dans une position similaire, et que beaucoup de Russes ressentent la même chose à propos de leurs propres capacités militaires. Mais compte tenu de tout cela, Alexander, compte tenu de cette comparaison et de la situation actuelle en Ukraine, comment ces capacités militaires se reflètent-elles réellement sur la réalité du terrain en Ukraine aussi? Je pense qu'Alex soulève de très bons points. Eh bien, je veux dire, puis-je simplement dire qu'il a absolument raison. Et votre remarque sur la Chine est tout à fait pertinente. Si l'on regarde la structure des armées russes et chinoises, elles sont essentiellement conçues pour protéger le cœur, le territoire national, et aussi pour projeter leur puissance à proximité dans les zones immédiatement adjacentes au pays. Aucun de ces deux pays n'a jamais cherché à projeter sa puissance à travers le monde, contrairement aux États-Unis. Les États-Unis ont construit leurs forces armées moins pour protéger le territoire continental américain que pour pouvoir projeter leur puissance partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils disposent de leurs 11 porte-avions, d'un nombre impressionnant de bases militaires et de tout ce qui va avec.
It's got all of those things. Neither China nor Russia have either of those. Ni la Chine ni la Russie ne possèdent ces capacités, ni n'aspirent à les avoir. Mais lorsqu'il s'agit de guerre à leur périphérie, et c'est ce que nous voyons actuellement en Ukraine, les Russes, avec le temps, lorsqu'ils concentrent leurs ressources, peuvent mobiliser des moyens qui finissent par être écrasants. En revanche, lorsque les États-Unis et l'Occident tentent de projeter leur puissance précisément dans ce type de région proche de la frontière russe, on constate très vite qu'ils ne peuvent pas tenir sur la durée. Ainsi, l'Ukraine manque d'armes, de chars, d'obus, de pièces d'artillerie. On m'a dit, par quelqu'un bien informé, que l'Ukraine a désormais retiré presque tous ses canons sur la rive ouest du Dniepr, car elle est tellement surpassée en nombre d'obus à l'est du Dniepr face à l'armée russe. East of the Dnieper against the Russian army now. It is unable to match. Elle est incapable d'égaler les Russes dans ce type de capacité. Et c'est pourquoi les Russes peuvent continuer leur progression et pourquoi ils sont en train de gagner. C'est aussi la raison pour laquelle, en Occident, on ressent une frustration croissante, car tout a été tenté face à ce problème au cours des 3 dernières années et demie. On parle souvent du fait que notre PIB combiné est bien supérieur à celui des Russes, mais on constate sans cesse que, dans un affrontement à la périphérie de la Russie, nous ne pouvons pas rivaliser avec la puissance militaire russe. Et c'est finalement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Oui, ce qu'Alexandre a dit est tout à fait juste. What Alexander said is spot on. They keep on scratching their heads, wondering. Vous savez, ils continuent de se gratter la tête, se demandant pourquoi ils n'arrivent pas à vaincre la Russie. Nous sommes l'Occident puissant. Nous sommes l'Occident riche. Ou plutôt, nous l'étions. Nous étions l'Occident riche. Maintenant, nous sommes endettés. Mais oui, ils n'ont pas compris que la Russie joue sur ses points forts. C'est ce qu'elle fait. Et elle comprend sa géographie. Et ils se sont trompés. Ils ont mal compris la Russie, l'économie russe, la façon dont la Russie fonctionne, la capacité industrielle de la Russie, la manière dont elle peut fabriquer des armes, sa production manufacturière. Ils ont cru à la phrase de John McCain, une station-service déguisée en pays, de 2004, 2005, peu importe quand John McCain a sorti ce slogan. Ils y ont cru à l'époque, et c'est devenu une doctrine. C'est vraiment devenu une doctrine. Ils ont fondé leur politique sur cette déclaration de John McCain. Et ils ont fondé leur politique en Ukraine sur cette déclaration de John McCain. Et ils se font laminer, tout simplement. Oui, avant de passer à la situation mondiale générale, que dirais-tu, Alexandre, de nous donner une mise à jour? On n'entend plus beaucoup parler de l'OTAN, avec ces sortes d'escalades théâtrales autour des drones russes et tout cela. On ne parle pas beaucoup non plus de ce qui se passe concrètement en Ukraine. Et surtout, de la direction que prend ce conflit et de la rapidité de son évolution. Alors Alexandre, éclaire un peu notre public à ce sujet. Ce que font les Russes, et c'est ce qu'ils font dans chaque guerre, c'est qu'ils ne se concentrent pas sur une seule partie de la ligne de front. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font toujours, c'est attaquer partout, tout le temps. Et cela reste une politique d'usure. La politique russe, la doctrine militaire russe, consiste à utiliser l'usure pour détruire l'armée ennemie, et par la destruction de l'armée ennemie, la capacité de l'ennemi à continuer à se battre, pour faire perdre à l'ennemi la volonté de combattre. Et c'est essentiellement ce qu'ils font. Ainsi, les Russes ont progressé, ils ont avancé dans le sud, dans la région de Zaporizhia, en direction du fleuve. Ils combattent le long de cette ligne de ville, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, cette dernière grande barrière fortifiée que les Ukrainiens possèdent dans le Donbass. Si ces villes tombent, et si l'une tombe, les autres tombent très rapidement, car elles sont toutes interconnectées entre elles, formant une seule ligne de position. Si cette ligne de défense tombe, alors les Russes peuvent avancer pratiquement sans opposition, ou presque,
vers l'ouest, jusqu'au fleuve Dniepr. S'ils atteignent le Dniepr, la capacité de l'Ukraine à poursuivre la guerre commence à s'effondrer, car le Dniepr est la principale artère de transport du pays. Toutes ces grandes villes, Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk, Kiev elle-même, sont situées sur ce fleuve. Si les Russes tiennent la rive Est, alors la guerre est pratiquement terminée. Nous sommes probablement plus proches de ce point que beaucoup ne le pensent, et ce que nous entendons chaque jour d'Ukraine, c'est que l'armée ukrainienne est de plus en plus fatiguée. Elle manque de plus en plus d'hommes. Il doit déplacer ses meilleures brigades d'une partie du front à une autre pour tenter d'éteindre les incendies et de contenir les percées russes. Et ces percées russes se produisent à de plus en plus d'endroits. Probablement que dans les prochaines semaines, plusieurs villes, Kupiansk, Siversk, Liman dans le nord, tomberont. Les derniers rapports suggèrent que la situation à Pokrovsk même, l'une de ces villes sur cette ligne de ville, est très mauvaise et que les Ukrainiens seront probablement repoussés de là aussi. Mais d'une manière ou d'une autre, peu importe le temps que cela prendra, cette barrière finira par céder. Le flot de lave, comme le Pentagone semble appeler l'avancée de l'armée russe, déferlera. Et comme je l'ai dit, au-delà se trouve le Dniepr. Et une fois que les Russes atteindront le Dniepr, ce sera effectivement la fin de la guerre. Avec la fin de la guerre, Alex, quelle est la prochaine étape pour l'OTAN? Quelle est votre évaluation de la situation sur le terrain et que pourrait-il se passer ensuite? Parce que je veux dire, nous avons entendu des menaces concernant Kaliningrad et toutes sortes de rodomontades, mais cela révèle un problème majeur pour l'OTAN et les États-Unis. Oui, il a fallu 4 ans à l'Occident pour comprendre que la Russie mène une guerre d'usure. Ils étaient tellement préoccupés par les gains territoriaux qu'ils ont oublié que la Russie cherche avant tout à détruire l'armée ukrainienne. Poutine l'a dit au début de l'opération militaire spéciale, il a parlé de démilitarisation. Il l'a donc dit dès le départ. L'Occident n'a rien écouté de ce que disait Poutine. Ils ne le font jamais. Et nous en sommes là. Les Russes épuisent l'armée ukrainienne. Ils ont aussi démilitarisé une grande partie de l'Occident collectif. L'Occident collectif n'a plus vraiment d'armes à fournir. Alors, que va-t-il se passer ensuite avec l'OTAN? L'OTAN va essayer de faire valoir qu'il lui faut plus d'argent, qu'il lui faut un budget plus important pour se protéger contre l'avancée de l'armée russe. Maintenant que l'armée russe a remporté la victoire en Ukraine, Poutine va tourner son attention vers les États baltes. Il va viser la Pologne et la Roumanie, puis Paris et Amsterdam. C'est pourquoi nous devons augmenter nos dépenses militaires afin de nous défendre contre les Russes qui avancent vers l'Ouest. Ce sera la stratégie de l'OTAN, mais ils ont besoin des États-Unis. C'est la clé. Et nous ne savons pas ce que Trump va faire, ni même s'il est possible pour les États-Unis de se retirer de l'OTAN, ou du moins de réduire leur engagement. Je ne pense pas que ce soit possible. Je ne vois pas cela arriver. Mais ce sera l'argument de l'OTAN lorsque le conflit prendra fin, quelle que soit la forme que cela prendra. Et puis, il ne faut pas sous-estimer le fait que l'Occident collectif regarde d'autres régions pour y créer certains troubles, par exemple la Moldavie. Cela pourrait devenir un point chaud. Ils n'ont pas abandonné la Géorgie, n'est-ce pas? Donc je veux dire, ils vont essayer de trouver quelque chose. Mais l'Ukraine était la grande affaire. C'était la guerre qui devait provoquer un changement de régime à Moscou. Et cela devait être rapide. Ça devait se produire en 3 mois avec les sanctions. Le gouvernement de Poutine devait tomber et tout serait terminé. Mais cela ne s'est pas passé comme ça. Donc vous savez, il va falloir attendre et voir comment tout cela va évoluer.